c'est assez drôle de la façon qu'ils se sont rencontrés parce que tu as Christopher Lee qui arrive sur le plateau, tout ça, puis qui est un peu frustré parce qu'il apprend que son personnage n'a aucune ligne de dialogue. Et là, il chiale ça. Il y a Peter Cushing qui l'entend, puis qui lui répond non, mais j'ai lu le scénario, t'es chanceux de ne pas avoir de dialogue. Moi, je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que t'as dans les tripes. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher Félix. Salut Amir, ça va? Ben, ça va bien toi? Ben, numéro 1. Ben merveilleux, on parle de ciné comme d'habitude. Ben oui, ça a l'air, c'est pour ça qu'on est là. Ben c'est merveilleux. Fait que là, cette semaine, on revient avec une chronique. Oui. On a un spécial cette semaine, c'est 2 anniversaires, mais plus un plan de la semaine de mon côté parce que je peux pas m'empêcher. Un 2 pour 1? Ouais, monsieur. Wow, hey, tu nous gâtes. Ah, écoute, des fois, le pire, c'est que ça donne comme ça. Tu sais, je fais, ah, ben ouais, hey, c'est parfait. Fait que voilà, fait que Hasard de la vie. je te demande, quel est ton anniversaire cette semaine? Gros programme cette semaine. Gros programme. Oh. Je vous ai préparé une chronique sur l'acteur Christopher Lee. Oh, OK. Stop. Je vais juste m'adresser à nos spectateurs. Juste vous dire, quand Félix dit Christopher Lee, faut le prendre au sérieux. Parce que Christopher Lee, c'est pas n'importe qui pour Félix. Non, ben j'apprécie ta mise au point. J'apprécie ta mise au point parce que si les gens ne me prennent pas au sérieux, on sait que là, ça peut dégénérer après ça. Ça peut devenir violent. Hein? C'est juste que Christopher Lee, là, c'est sacré pour Félix. Mais pas que pour moi. Parce que c'est fun de voir dans les derniers mois, dans les dernières années, toutes les espèces de memes de Christopher Lee qui ont fleuri sur Facebook. Parce qu'il y a plein de fun facts sur lui. C'est l'homme le plus intéressant au monde. Il y a plein d'anecdotes qui sont connues, mais moi, bon, évidemment, je fais la chronique là-dessus parce que c'est son 100e anniversaire de naissance. Il est né en 1922. Mais je vais essayer d'aller peut-être vers des choses que tout le monde ne sait pas. Parce que, comme je dis, il est rendu tellement mimétique comme personnage que là, je trouve qu'il y a comme des facts sur lui qui sont un petit peu trop connus. Là. Fait que je vais essayer d'y aller dans d'autres choses. Tu vas creuser. Donc, si je commence ma chronique, déjà commencer à introduire Christopher Lee, parce que là, on rigole entre initiés beaucoup, mais il faut quand même penser aux gens qui ne savent peut-être pas forcément c'est qui Christopher Lee. Oui. Je dirais, pour le résumer en une phrase, je dirais que c'est l'acteur de tous les méchants, en fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été reconnus pour jouer des rôles de salauds, de monstres, de bad guys. Ça, il y en a eu plein. Mais lui, c'est vraiment l'acteur de tous les méchants, dans le sens où tu penses à que ce soit un monstre classique ou que ce soit le méchant d'une série, tu peux être à peu près sûr que Christopher Lee l'a déjà joué à un moment donné. C'est-à-dire que tous les monstres classiques étaient les monstres de la Universal qui vont devenir les monstres de la Hammer par après. La Hammer, compagnie britannique pour laquelle Christopher Lee a joué dans beaucoup de films. Dracula. Donc, Dracula, Frankenstein, La Momie. Ils ont toutes faites. Manchu, je veux dire Rasputin. Bon, Rasputin, c'est un personnage historique, mais qui a eu des films de la Hammer. C'est quand même fou qu'il ait fait ça. Non, il les a tous faits. Et si tu commences à penser à des grandes œuvres de la littérature ou des grandes séries de films, tu penses à Star Wars, Christopher Lee a joué le Comte Dooku dans
Star Wars épisode 2. Lord of the Rings, il a joué Saruman. Ouais. Il a joué un méchant dans un James Bond. C'était The Man with the Golden Gun. Il a, tu penses aux Trois Mousquetaires, il a fait le Rochefort. C'est vrai. Dans Wicker Man, c'est en quelque sorte le... Oui, ben je vais revenir, je vais glisser probablement un petit truc sur Wicker Man d'ailleurs tout à l'heure, parce que Christopher Lee considérait que c'était son meilleur film. Ouais. Et j'ai l'impression que ça tient la route quand même. Je suis assez d'accord avec ça. Très vraiment, bon, c'est ça que je dis. Premièrement, dire c'est l'acteur de tous les méchants, mais c'est aussi quelqu'un qui a eu une vie très, très, très intéressante, cinématographique, en fait, presque plus cinématographique que ses films, parce que, comme je dis, né à Londres en 1922. Oui. Et qu'est-ce qui arrive à la fin des années 30, au début des années 40? C'est la Deuxième Guerre mondiale, et lui, il s'engage pour aller combattre. Dans un premier temps, il combat en Finlande pendant la guerre d'hiver contre les Soviétiques. Donc déjà, c'est comme quelque chose de pas courant. On n'est pas sur quelqu'un qui a été drafté, on est sur quelqu'un qui dit « Hey, j'ai le goût d'aller me battre. » Alors, pourquoi ne pas aller en Finlande me battre contre des Soviétiques? Le gars mesure, je sais pas, 6 pieds 3. Genre, ouais, ben, c'est un grand gaillard. Là. Oui, ben, les sources varient. Il y en a qui disent 6 pieds 4, il y en a qui disent 6 pieds 5, il y en a qui disent 6 pieds 6. Je veux dire, personne ne s'entend sur sa grandeur d'auto. On sait qu'il était grand. Il était plus grand que les hommes de sa génération, plus grand que la moyenne. Et puis, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça va lui servir dans sa future carrière d'acteur. Oui. Et donc, c'est ça, quelqu'un que, comme je dis, jeunesse rock'n'roll à se battre, d'abord en Finlande, après ça en Afrique. Tu sais qu'il va attraper la malaria 6 fois en Afrique. Ah ouais. J'espère que c'est un record absolu. Là. Ah, J'espère que personne n'a attrapé la malaria plus souvent que Christopher Lee parce que ça n'a aucun espèce de bon sens. Wow. Et après ça, combattu en Afrique où il est plus en train d'essayer de survivre qu'autre chose, il se retrouve catapulté en Allemagne et là, il va carrément mener des missions parfois d'assassinat carrément d'officiers nazis, de trucs comme ça, parce qu'il parle allemand couramment, donc il réussit à... c'est un polyglotte, Christopher Lee. Il parle énormément de langues. Ouais. Oui, il parlait énormément de langues. Ouais. Effectivement. D'ailleurs, son français était absolument confondant. Je veux dire, tu l'écoutes en français, tu n'as pas l'impression que c'est un Britannique. C'est incroyable. Oui, ça fait partie des facts qui reviennent souvent sur lui parce que c'est quelqu'un de tellement intéressant. Mais bref, donc, là, j'ai parlé de sa glorieuse carrière de combattant. Après ça, retourne à Londres. Il n'a pas forcément grand-chose à faire, mais décide de devenir acteur. T'sais. Et les 10 premières années de sa carrière d'acteur vont être extrêmement pénibles. Il ne se trouve pas vraiment de rôle. Je sais pas, il ne réussit pas à séduire les agences de casting, on ne sait pas trop. Dans certains cas, il va tourner beaucoup de films, en fait, pendant cette période-là, mais dans beaucoup de cas, c'est pratiquement de la figuration, en réalité. De la figuration, des petits rôles, tout ça. Mais la chose va changer à partir de 1957, quand il va se faire recruter par la Hammer dont je parlais tout à l'heure et Terence Fisher, un des grands réalisateurs de cette compagnie-là, pour jouer le rôle de la créature dans Frankenstein. Parce que la Hammer, eux, s'était dit qu'il allait repartir tous les monstres classiques de la Universal, refaire des films. OK, fait qu'on commence par un Frankenstein, puis après ça, on est parti, on va en faire d'autres. Et là, il faut quand même en parler de ces films-là, de ces débuts avec la Hammer, parce que ça va vraiment vous faire comprendre à quel point Christopher Lee, c'est le gars qui est prêt à se sacrifier pour des prods, mais vraiment à un niveau qui est presque pas imaginable. Déjà, il commence à faire Frankenstein, il est recruté à cause de sa très grande taille, comme dont on parlait tout à l'heure. On cherchait un acteur grand, donc on a pris lui. C'est essentiellement ça qui l'a amené sur le plateau. Mais il prend son rôle à cœur, tu sais. Puis ça paraît quand on voit ses films, même si il n'y a pas ça pourrait passer pour un rôle assez minimaliste, parce que c'est un personnage qui parle pas, tout ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, la manière dont il joue de son corps, la manière dont il marche, cette espèce de démarches saccadées, de mouvements qui sont comme totalement pas naturels. Moi, je trouve ça très étudié puis très, très bien... très, très bien fait, en fait. C'est même pas commun. Puis, à partir de Frankenstein, c'est là que commence sa grande amitié avec l'acteur Peter Cushing, qui, lui, jouait toujours les gentils. Exactement. Dans les films de la Hammer. Donc, c'était toujours le tandem. Le duo, le gentil, le méchant. Exactement, la rivalité. Puis c'est assez drôle de la façon qu'ils se sont rencontrés, parce que tu as Christopher Lee qui arrive sur le plateau, tout ça, puis qui est un peu frustré parce qu'il apprend que son personnage n'a aucune ligne de dialogue. Et là, il chiale ça.
Peter Cushing qui l'entend, puis qui lui répond non, mais j'ai lu le scénario, t'es chanceux de pas avoir de dialogue. Et là, c'est devenu une amitié qui a duré tout ce temps-là. Par la suite, évidemment, ils font Dracula. Christopher Lee est l'acteur emblématique de Dracula. Écoute, quand il arrive, le premier plan, là, tu le vois arriver en haut des escaliers, là, on dirait qu'il mesure 7 pieds 1000, là, ça n'a pas d'allure. Là. Il est grand, puis avec sa toge, il descend les marches. Il y a une prestance, cet homme-là. Juste les femmes, c'était juste les femmes capotaient à l'époque. C'est devenu même un sex symbole. Isabelle Grondin qui nous en parlait quand on a fait l'entrevue avec elle. Il va jouer Dracula 8 fois, c'est pas compliqué. Ça devient comme son rôle auquel il s'identifie. Ça le rend célèbre. Jusqu'à un certain point. Mais, comme je dis, c'est des tournages pas faciles. Je parlais de Frankenstein tout à l'heure. Frankenstein, il y a son espèce de maquillage un peu dégueulasse. Parce que, bon, c'est une espèce de créature assemblée de morceaux de cadavres. Donc, forcément, il faut essayer qu'il ait l'air pas tout frais. Mais là, lui, il y a ça d'en face tout le long. Donc, tout le monde a peur de lui. Personne ne veut lui parler. Il doit manger avec une paille parce qu'il ne faut pas abîmer son maquillage. Par la suite, Dracula. Dracula, c'est un peu plus de glamour. Mais... qu'est-ce que décide la Hammer? Il décide, mais Dracula devrait avoir les yeux rouges. Ce serait, à l'époque, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça, des yeux rouges? Tout le monde s'évanouit, tu sais. Mais les verres de contact des années 50, là, c'est pas la technique qu'on a aujourd'hui. Non. Donc, lui, il est pogné avec ça dans les yeux. Il pleure de manière incontrôlable. Il voit plus rien. Il passe le tournage à se cogner partout. Il manque de se bêcher dans les actrices un peu partout. C'est quelque chose de profondément pénible. Mais les films sont des succès énormes. Ouais, ça marche tellement. C'est à partir de là que Christopher Lee devient une vedette. Et comme il peut enchaîner les tournages. Non, mais il faut que je parle... Je parle aussi du tournage, de l'autre d'après qui est La Momie. Celui-là, je pense que c'est le top du top en termes de comment tu peux demander de faire ça à un acteur. Je veux dire, déjà je disais que Frankenstein, c'était difficile de se nourrir. Là, avec son suit de momie, c'est compliqué de respirer. Il n'y a pas de trou à part les yeux. Lui, il est perpétuellement sur le bord de suffoquer. Il y a des scènes. Il y a une scène à un moment donné, des scènes classiques du film où il doit défoncer une vitre pour aller comme assassiner quelqu'un qui est dans une cellule. On pourrait croire que c'est un effet spécial parce qu'on se dit, ben là, on pitche pas les gens à travers des vitres normalement quand on est civilisé. Il y a même des techniques qui existent. Souvent, c'est du sucre qu'on va prendre pour simuler comme une vitre qui casse ça. Eh bien non, Christopher Lee doit vraiment péter une vitre. Et là, qu'est-ce qui, what the fuck, on sait pas trop. Bref, il le fait. Et on n'est pas fini. À la toute fin, il doit traverser un marais avec l'actrice évanouie dans ses bras. Il se disloque une épaule, il est dans une swamp, il va peut-être tomber, se noyer là. Qu'est-ce qui va se passer? Puis on lui tire dessus, c'est-à-dire qu'il y a des explosifs, littéralement des pétards sur lui qui explosent. Puis tu dis, mais voulez-vous... Est-ce que les gens de la Hammer voulaient le tuer? Moi, je me parle... Est-ce qu'ils ont voulu comme créer une légende autour de lui, comme l'acteur mort sur le tournage? L'acteur mort sur le tournage, parce que ça n'a pas de maudit bon sens de faire ça à un être humain. Déjà, je reviens encore à Frankenstein. Il avait failli devenir aveugle, en fait, sur Frankenstein, parce que le faux sang qu'il avait pris, à un moment donné, il en a reçu dans les yeux, puis c'était une espèce de matière toxique dégueulasse, en tout cas. Il est resté aveugle pendant quelques heures, puis ensuite, il s'en est ressorti. Et vraiment... Il a eu rough, mais ça vous dit justement la fidélité de cet individu-là à des réalisateurs. Il revient tout le temps. Puis on parlait de Wicker Man tout à l'heure. Tu sais qu'il n'a pas été payé pour The Wicker Man. Non, c'est vrai, il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé. Il s'est dit, waouh, c'est un scénario génial, j'ai envie de le faire. Et puis, un autre truc aussi, c'est que c'est un film qui n'était pas très aimé des distributeurs. Les distributeurs ont fait un peu le strict minimum pour ça. Ils n'étaient pas satisfaits du film. Puis même, ils ont charcuté des scènes, ils ont coupé des trucs. En tout cas, bref. C'était parti pour pas bien aller. Mais Christopher Lee, qui tripait sur le projet puis qui voulait vraiment que ça marche, c'est lui-même qui appelait les critiques. Oui, c'est vrai. Allez voir le film. Ouais, ça, c'est vrai. J'avais vu ça dans un documentaire. Un être vraiment qui était... dédié. Oui, qui était dédié jusqu'à se retrouver des fois dans des prods qui n'avaient aucun bon sens. J'avais parlé du deuxième The Howling une fois dans une chronique. Je veux dire, une espèce de série Z, porno gothique, on sait pas trop. Là, je veux dire, lui est là, il l'a fait. Non, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a une filmographie juste énorme. Mais c'est qu'il y a beaucoup de classiques, des films qui sont devenus cultes quand on regarde ça aujourd'hui. Mais il y a aussi tellement de toutes sortes de films qu'on part à rire qu'on se dit, hey, c'est incroyable, il a juste dit oui à tout ce gars-là, tu sais.
Il était juste, il aimait ce qu'il faisait. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis aussi, j'imagine le fait d'avoir été payé des salaires de misère ou voire pas de salaire pendant longtemps, ça fait en sorte que tu dois dire oui à bien des choses. Ouais. C'est un peu toute médaille a son revers, comme on dit. Ouais, Mais moi, je trouve que malgré qu'on pourrait peut-être critiquer certains choix de carrière, certains choix artistiques, tout ça, moi, je trouve que c'est un acteur vraiment, vraiment fascinant parce que, tu sais, quand on pense à la théorie du jeu d'acteur, il y a comme un peu deux grandes écoles, si on veut. Tu as l'idée de l'acteur comme modèle, qui est hérité beaucoup de l'école soviétique, où ce que là, on dit non, il faut choisir des acteurs qui vont incarner à l'écran qu'est-ce qu'ils sont dans la réalité. Puis tu as l'acteur de composition à côté de ça, celui qui va justement toujours inventer des personnages, toujours faire ce qu'il n'est pas, toujours se glisser dans la peau des personnages. Ouais. Et puis je trouve intéressant que j'ai l'impression que Christopher Lee est un peu à la frontière des deux, parce que évidemment, c'est pas quelqu'un de méchant, mais il joue toujours des méchants, donc c'est un acteur de composition, mais en même temps, son passé est tellement particulier, le fait qu'il a toujours vécu plus que tout le monde autour. Il y a toujours une tonne d'anecdotes pas possibles. Je veux dire, quand j'ai parlé qu'il avait joué un méchant dans un James Bond, Ian Fleming, c'était son cousin. Qui a créé James Bond. C'était le cousin de Christopher. Ça, c'est malade. C'est toujours des trucs... Ouais, non, ce gars-là, il est comme... on dirait un film en lui-même, genre. C'est un personnage en lui-même. Justement, c'est un film en lui-même. D'où pourquoi je me dis, il y a aussi comme un peu de vrai dans ce qu'il fait. Il joue des personnages plus grands que nature, mais il est plus grand que nature aussi. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, il y a une prestance, sa voix. Non, il était vraiment... Il était chanteur d'opéra aussi. Ouais, il a même changé la voix chanter du métal à la fin de sa vie. Non, c'est quelqu'un, il a juste touché à tellement d'affaires. Ce gars-là, il était juste... incroyable, là. Il était très polyvalent, c'est ça, c'est la force de Christopher Lee. Ah oui, tout à fait. Dans les derniers trucs que j'aurais envie de dire, il y aurait la question aussi de son intérêt pour l'occultisme, parce que c'est assez drôle aussi de voir quelqu'un qui a joué dans beaucoup de films fantastiques, films d'horreur. C'est quelque chose qui a été beaucoup discuté, mais qui a probablement été exagéré, par exemple, parce que pendant un bout de temps, circulait la rumeur que Christopher Lee avait une des plus grandes bibliothèques dédié aux sciences occultes. Il y avait quelque chose comme 20 000 ouvrages de sciences occultes chez lui. C'est quelque chose qui a été totalement démenti par lui-même, qui avait même dit dans une des dernières entrevues qu'il a données pas longtemps avant sa mort, qui disait « Si j'avais autant de livres sur l'occulte chez moi, je devrais dormir dans le bain parce que j'aurais plus de place. » Pour lui, c'était évidemment quelque chose qui relève du folklore, mais en tout cas, c'est quand même rigolo d'en parler. Et puis là, j'en arrive à l'épilogue, à la toute fin de ma chronique. En fait, il est décédé en 2013. Non, 2015, parce que oui, je me rappelle l'emploi que j'occupais à l'époque. Moi, à Job où j'étais, il y avait toujours souvent la radio qui était ouverte au 98.5. Puis je me rappelle, c'est l'émission de Paul Arcand qui avait dit comment on apprend le décès de Christopher Lee, fameux acteur qui avait interprété Dracula, qui avait interprété Saruman, etc., etc. Donc là, je reçois ça. Et comme a dit Amir tout à l'heure, c'est sérieux pour moi, Christopher Lee. Alors, on encaisse le coup. Ouais. On termine la journée de travail. La mort dans l'âme. Et une fois que la journée de travail est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai jamais fait ça dans une émission, mais là, je dois me lever. Vous m'excuserez. Je reviens. Cool. C'est cool, on a du lousse. Vu qu'on est chez Félix, je le rappelle... je fais du remplissage, mais tu sais, vu qu'on... J'aurais dû le prendre avant. On est chez Félix, hein, fait que, c'est ça qui est le fun, il peut se lever de main, aller chercher quelque chose à manger, Qu'est-ce que je fais quand j'arrive chez moi? Je sors mon DVD de Dracula, je le regarde, et je dis adieu à Christopher Lee. Ah, c'est beau. Et c'était ma chronique. C'est merveilleux. Les 100 ans d'un grand acteur. Ouais, non, c'est vraiment... C'est rare, en tout cas, je connais pas grand monde qui l'aime pas, tu sais. Je veux dire, puis tout le monde le connaît, juste avec Saruman, tout le monde connaît Lords of the Rings, fait que tu sais, c'est juste quelqu'un qui a marqué autant dans l'horreur, dans le fantastique, c'est ça qui est le fun, puis c'était comme... Ouais, tu viens de rappeler pour comme... Ouais, petit personnage, un grand personnage, c'est vraiment le fun. Excellent, moi j'arrive avec quelque chose d'un peu plus... pas obscur, en fait, c'est quand même reconnu, mais... Beaucoup moins, là, c'est moins c'est dans un autre registre. Moi, je vais parler, en fait, les 20 ans, c'est ça, je vais vous parler, en fait, du film et après, je vous parlerai du plan que j'ai choisi.
plan de la semaine, si on veut. Dans le fond, ça s'appelle Yuzak. C'est un film turc. En anglais, le film s'appelle Distant. C'est sorti en 2002. C'est un film réalisé par Nuri Bilge Ceylan. Réalisateur vraiment intéressant, en fait, qui, lui, est prisé justement dans les festivals internationaux, par exemple à Cannes. C'est quelqu'un qui roule depuis quand même, depuis les années 90, malgré tout. C'est fait plus connaître dans les années 2000, mais c'est quelqu'un qui a une carrière très prolifique. Qui a gagné beaucoup de prix aussi. Je crois qu'il y a eu à Cannes, je pense qu'il a tout raflé. Ouais, non, il y a vraiment, sérieusement, c'est impressionnant ce gars-là. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de bons films. En fait, vous vous rappelez peut-être de l'épisode où je parlais de Paolo Sorrentino, réalisateur justement contemporain de l'Italie, avec un cinéma très contemplatif, tout ça, existentialiste. Ben, en fait, c'est un peu la même chose avec une autre approche. Mais pour moi, c'est le deuxième, parce que pour moi, il y en a 3. Il y en a un autre que je vais sûrement faire une chronique à un moment donné. Je veux parler des 3, alors je vous laisse la surprise. Mais ça, pour moi, c'est comme le deuxième, après Sorrentino aussi, qui fait ce genre de cinéma-là. Un cinéma plutôt dans la lenteur, certaines fois quand même assez des longs films, mais avec un côté très contemplatif que j'adore dans le cinéma. Mais puis pourtant, je sais que souvent... Je chiale quand je vois ça dans un film, c'est trop lent ou il se passe pas grand-chose, peu importe. Mais on dirait que lui, de la manière que c'est mis en scène, le choix de la composition des plans, comment il choisit ses mises en scène, je trouve qu'il est génial, ce gars-là. Puis on dirait que je suis capable de m'attacher à comment il fait les choses. Je me reconnais dans certaines choses. Puis j'ai tout le temps des fous rires, ne serait-ce que dans Yuzak, il y a des scènes que je pars à rire, ça me fait tellement rire parce que je me dis, on a tous vécu ça une fois dans notre vie. Puis, en fait, en gros, l'histoire, c'est c'est un jeune homme qui perd son emploi, c'est un ouvrier, tout ça. Puis, il se ramasse chez son cousin pour être dépanné un peu le temps qu'il se trouve un emploi parce que son cousin habite près d'un port puis il veut se trouver un emploi sur les bateaux, peu importe. Mais c'est difficile, puis c'est un peu ça la réalité de la chose, c'est que le film raconte un peu la crise existentielle de ce personnage-là, mais aussi de la Turquie, c'est un peu ça le thème, c'est de montrer que c'est le chômage en Turquie, les hommes, les femmes, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, c'est quoi qu'ils font dans la vie, il n'y a pas d'opportunité. Puis c'est super intéressant au niveau esthétique parce qu'il a choisi de filmer en hiver. Donc, c'est la Turquie sous la neige. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Je trouvais que ça donnait un ton, puis c'est très beau. C'est un pays que je connais pas, dans le sens que je suis jamais allé ou quoi que ce soit, mais ça m'a donné le goût d'y aller, de voir ça sous la neige. Ouais, la neige rajoute toujours un petit côté un peu onirique aux choses aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est beau. Puis bon... il arrive avec ce film-là en 2002, puis bon, fait assez remarquable, assez intéressant, puis assez triste à la fois. C'est le gars qui joue le personnage principal, c'est son cousin en fait, c'est le cousin de Nuri Bilge Ceylan, qui s'appelle Mehmet Emin Toprak, qui malheureusement va décéder la même année en fait, de la sortie du film. Il revenait d'un festival, puis il est mort d'un accident de voiture. Puis juste avant le festival de Cannes, fait que quand le film en fait a gagné, le gars a gagné le meilleur acteur à Cannes cette année-là, en 2003. Puis c'est ça a été dans le fond un hommage posthume. Donc, mais c'est quand même vraiment triste, mais en même temps, ce qui est fou, c'est que c'était comme la carrière de, ça devenait des bons. Lui et son cousin, en fait, devenaient des noms plus reconnus en Turquie. Puis malheureusement, ça s'est arrêté abruptement pour lui. Mais c'est intéressant de savoir que c'est dans le film, c'est son vrai cousin. Mais dans le film, c'est intéressant parce que les personnages sont cousins aussi. Fait qu'il y a tout un aspect très personnel dans Yuzak qu'on reconnaît, qu'on sent que Nuri Bilge Ceylan a quelque chose à dire sur sa vie personnelle, sur les gens autour de lui, sur sa communauté, sur la Turquie en général. Fait qu'il y a tout un commentaire, justement, qui revient un peu à, comme je disais tantôt, l'existentialisme, la recherche, de où est-ce qu'on s'en va, finalement. C'est ça, le personnage. Puis, le film, je trouve qu'il est séparé en deux. Je trouve que le film est un peu un road movie, parce que le personnage veut pas, il est au chômage, fait qu'il y a beaucoup d'errance. C'est de l'errance souvent dans les rues, tout ça. Il regarde des femmes, parce que lui, il n'y a rien, il n'y a pas de femme, il n'y a pas un chez-soi, il n'y a pas d'emploi. Fait que ça va pas super bien pour lui. Puis lui, son cousin, à l'inverse, il a un appartement. Il y aurait une femme dans les parages, mais elle s'en va vivre au Canada. Elle vient vivre chez nous. Mais là, lui, on ne sait pas trop. Mais c'est un gars d'art, un peu
huppé, mais au final... photographe, hein? Photographe, un peu huppé, qui réussit sa vie, mais qu'en même temps, qui a quand même des habitudes drôles. Puis ce que je trouve drôle, en fait, dans ce film-là, c'est comme je dis, le thème n'est pas drôle, mais il y a une forme de poésie dans l'esthétisme, mais aussi dans la mise en scène. Puis pourquoi je dis que c'est drôle? Parce que quand les deux cousins sont dans le même appartement, il se passe des choses vraiment cocasses. Par exemple, à un moment donné, l'invité, le cousin, il est là, puis là, il s'en va se coucher dans la chambre, puis lui, ben, le personnage un peu style Nuri Shelan, et là, dans le salon, il regarde la télé, mais tu sais, il regarde un film, whatever, puis finalement, il met une cassette, c'est genre de la porn ou de l'érotisme, tout ça, puis il est comme, tu sais, mais il a plus son intimité parce qu'il est plus seul chez eux, là, tu sais, son cousin est là. Puis là, à un moment donné, son cousin, il ressort, puis lui, il t'invite le caméscope, mais ça, tu sais, c'est comme si de rien n'était. Puis là, à un moment donné, le cousin, il vient chercher, je sais pas, des magazines, puis tout ça, il dit, je vais prendre des magazines. Mais là, il regarde la télé en même temps, puis là, il rit, tu sais, parce qu'il regarde ce qui se passe à la télé, puis là, il reste là, tu sais. Fait que là, tu sens que l'autre, il est comme, vas-tu aller te coucher? Ouais, tu sais. Fait que, il y a tout ce concept-là, puis à un moment donné, plus tard, je pense, dans le film, il remet la cassette, puis la cassette, il fait juste... Non, c'est pas vrai, c'est au même moment, en fait. C'est au même moment, l'autre, il reste planté en arrière, puis là, l'autre, justement, pour mettre fin à ça, il fait, il commence à être tard, on va aller se coucher. Il se lève, mais il éteint la télé, mais le vidéo repart. Fait que là, tu vois comme le porno qui repart genre d'une fraction de seconde. Puis ça s'éteint. Fait qu'il y a plein de petits éléments de mise en scène vraiment cocasses que je trouvais vraiment intéressantes, tu sais. Mais fait qu'il y a comme cet aspect, je trouve, hermétique dans l'appartement, mais aussi avec le road movie parce que c'est un personnage qui va errer dans les rues, comme je disais, parce qu'il cherche d'emploi, recherche de sens à sa vie. Fait que c'est comme ça que Nuri Shelan, un peu justement l'approche Paolo Sorrentino, comme je dis, c'est des cinéastes qui c'est juste qu'au contraire de Sorrentino est beaucoup plus exorbitant, c'est plus exacerbé, c'est plus intense, c'est italien, tout ça, tandis que la Turquie, c'est l'approche Shelan, c'est beaucoup plus à l'intérieur, beaucoup plus dans les sons, comment il traite les sons. C'est un film qui est beaucoup tourné en plan séquence aussi. Fait que ça te coupe des fois un peu de l'intériorité des personnages. Le fait qu'il y ait très peu de gros plans. Ouais, il y en a quelques-uns, mais les quelques-uns qui sont là apparaissent encore plus fort en contrepartie. Exactement, c'est ça c'est ça, tu mises beaucoup plus sur l'environnement où le personnage se situe, tu sais. Puis, mais moi, je trouve que c'est des beaux films. Ça a beau être lent, ça a beau être des... Lui, ce film-là, il n'est pas si long, il dure comme 1h45, mais il a fait d'autres films qui durent comme 2h30, 3h. Mais j'aime cette approche-là, j'aime comment il traite le sujet. Les personnages sont le fun, c'est simple, mais c'est psychologiquement très parlant. Les thèmes qu'il va choisir de couvrir, c'est très important, je pense. Mais j'aime par-dessus tout vraiment sa mise en scène. C'est, je veux dire, une direction photo vraiment travaillée, des beaux plans. Je veux dire, il y a des plans excellents. Puis d'ailleurs, ça m'amène à parler justement du plan que j'ai choisi. Donc, je vous mets ça à l'écran. Dans le fond, on voit le personnage pas principal, c'est le cousin qui reçoit son cousin chez lui, en fait. Là, on voit, c'est la fin du film, en fait, il est assis sur un banc, en fait, au port. Il voit les bateaux passer. Puis comme vous voyez, on voit juste le banc, le personnage, la composition est juste magnifique. Là. Moi, la première fois que j'ai vu ce plan-là arriver, je fais « Ah, c'est pris que c'est bien filmé, ça n'a pas d'allure. » Puis on voit juste un bout d'arbre, on voit les bateaux passer. Tu sais, le teint est comme spécial, c'est un peu grisâtre, un peu rosé. C'est comme, je sais pas, il y a quelque chose de tellement poétique dans comment c'est fait. Puis il est là, il regarde, tu sais, puis son cousin est parti. Il a quitté, tu sais, puis lui il est là. Fait que il y a de quoi beaucoup dans l'attente, dans la réflexion. C'est beaucoup ça, un cinéma très axé sur la réflexion. Mais je trouve que c'est pas tant ennuyant. T'sais, c'est sûr, si vous cherchez des films de rythme à la Scorsese, justement, ou peu importe, c'est pas ça le but. Mais c'est autre chose. Par contre, si vous voulez une leçon sur, justement, la direction photo, le cadrage, la composition des plans, c'est un réalisateur qui est extrêmement intéressant pour ça. Puis si vous voulez apprendre un peu, justement, sur le cinéma turc, c'est un réalisateur qu'il faut... Un incontournable, clairement. C'est pas pour rien qu'il gagne des prix... comme ça. Mais bref, j'aurais pu choisir beaucoup d'autres plans, mais celui-là m'avait beaucoup marqué. Puis encore une fois, j'ai revu le film dernièrement, puis ça m'a juste... j'adore vraiment ce type d'imagerie. Ouais, moi, j'en avais jamais vu avant des films de ce réalisateur-là. Je connaissais un peu de nom, mais là, étant donné que tu faisais une chronique là-dessus, je m'étais dit, ouais, je
je regardais le film en question. Qui sait, peut-être que Ouais. j'en regarderai d'autres. Ouais, il y en a d'autres des super intéressants. J'en ai vu pas mal, mais c'est très bien. Puis voilà, fait que c'était un plan de la semaine et plus les 20 ans pour souligner, ben c'est ça, autant malheureusement un acteur qui aurait pu sûrement avoir une grande carrière, malheureusement, qui est décédé trop abruptement, mais pour célébrer aussi les 20 ans d'un film que je trouve qui marque quand même un réalisateur qui aujourd'hui prospère, puis c'est cool. C'est des bons films d'auteurs intéressants. Donc, c'était le mot de la fin. Voilà. Ben, merci encore à vous, tout le monde, et merci à Pascal, notre tech de feu. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, mon cher Félix. À la prochaine. À plus.